enfants, bienvenue pour ce deuxième épisode de la vie de Sainte Jeanne d'Arc que nous avons décidé de vous conter en cette année où nous fêtons, nous vous le rappelons, le centenaire de sa canonisation, donc que nous allons fêter le 16 mai prochain. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est l'abbé Lion qui va justement nous raconter la suite. Rappelez-vous que nous sommes avec Jeanne et que nous sommes en direction de Chinon. Monsieur l'abbé, pouvez-vous nous rappeler pourquoi va-t-elle à Chinon et qui est là-bas? Alors, pour vous refixer un petit peu le cadre, on est en pleine guerre de Cent Ans. Une grosse partie du territoire du Royaume de France est occupée par les Anglais et une jeune fille, Jeanne d'Arc, dans sa Lorraine natale, eh bien, va avoir une apparition, l'apparition de l'archange Saint-Michel, mais également les apparitions des saintes Catherine et Marguerite. Et ces apparitions vont se multiplier. Elles vont ces saintes vont confier une mission à Sainte Jeanne d'Arc, qui est de faire sacrer le roi à Reims, entre autres, et de participer finalement à la libération de la France. Donc, le père de Charles VII, le dauphin, est mort en 1422, c'est Charles VI, il était fou, il est mort, il avait des crises de folie, et en 1420, donc alors que Jeanne n'a que 8 ans, Charles VI, dans une crise de folie, en fait, s'est fait tromper, puisque le duc de Bourgogne, allié au roi d'Angleterre et à l'épouse de Charles VI, eh bien, ont fait signer un traité qu'on appelle le traité de Troyes, la ville de Troyes en Champagne, le traité par lequel eh bien, Charles VI déshérite son fils, Charles VII, et tout le territoire du Royaume de France doit revenir à la couronne d'Angleterre. Et donc, Charles VII habite dans la ville de Chinon, à l'époque où Jeanne va le rencontrer, voilà. Mais en fait, il est normalement à Bourges, qui est sa ville, Bourges dans le centre de la France, et une partie du territoire français lui reste encore fidèle, mais les Anglais restent assez puissants. Elle part de Vaucouleurs le 13 février 1429, et après 10 jours de marche, pour faire ces 600 km qui la séparent de Chinon, elle entre dans Chinon le 23 février 1429. Donc elle va à la rencontre du dauphin. Qu'est-ce qu'un dauphin? Pourquoi est-il si important? Alors, c'est une bonne question. Le dauphin, si vous voulez, c'est l'héritier du trône de France. C'est celui qui deviendra roi. Donc, quand il n'est pas roi, avant qu'il soit sacré, on dit qu'il est le dauphin. Et après son sacre à Reims, on dit qu'il est roi. Et une fois qu'il est sacré roi, eh bien, les Français doivent lui obéir parce qu'il est le représentant de Dieu sur la terre. Et comment Jeanne va-t-elle rencontrer ce dauphin et est-ce qu'il sera content de la rencontrer? Alors, c'est une histoire qui est très connue, la rencontre de Jeanne avec le dauphin. En fait, cette rencontre-là, telle que nous la connaissons, elle a été un petit peu, galvaudée. Oui, voilà, c'est ça. En réalité, Jeanne rentre dans Chinon le 23 février. On attend cette jeune fille qui arrive, déguisée, qui est habillée en homme, et le dauphin va mettre 3 jours avant d'accepter de la rencontrer, et c'est Robert de Baudricourt, celui donc de Vaucouleurs, oui, qui va envoyer une lettre au dauphin pour lui dire « Recevez cette jeune femme, elle a des choses importantes à vous dire ». Et donc Jeanne va être introduite auprès du dauphin. La légende raconte, vous le savez, le dauphin pensait que Jeanne était juste une menteuse, donc le dauphin va se déguiser en simple courtisan, il va se noyer parmi une foule de 300 chevaliers dans le château de Chinon, et il va demander à un courtisan de se déguiser en roi, enfin du moins en dauphin, et de se mettre sur le trône. Jeanne rentre dans cette immense salle au milieu de ces 300 chevaliers, et elle ne se dirigera pas vers le trône, mais elle va aller directement vers le dauphin, qu'elle reconnaît parmi cette foule, finalement. Elle va s'agenouiller devant lui et lui dire cette fameuse phrase « Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle, et le roi des cieux.
vous fait savoir par moi que vous serez sacré et couronné en la ville de Reims, et vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. » Donc, à partir de ce moment-là, le dauphin se dit, oui, effectivement, cette personne est vraiment envoyée par Dieu. Alors, c'est ce que raconte la légende. En réalité, le dauphin donc, accepte de recevoir Jeanne, et ils vont se voir en privé dans la chambre du dauphin, avec quelques conseillers proches du dauphin, et Jeanne va faire des révélations au dauphin. Elle va demander à ce que tous les gens qui sont dans la pièce s'en aillent, et là, elle va lui révéler des choses que Dieu a enseignées à Sainte Jeanne d'Arc, et que Jeanne a pour mission de révéler au dauphin. Alors, Charles, sur le moment, est convaincu que Jeanne est effectivement envoyée par Dieu. Pourtant, c'est un tempérament qui est très hésitant, Charles, et donc il ne va pas la croire à fond. Jeanne, quant à elle, va demeurer durant 3 semaines dans la ville de Chinon. Il va y avoir un grand banquet où elle va être célébrée. On l'écoute, on l'admire. C'est une sainte femme déjà. Hein, et Charles va profiter de ces 3 semaines pour lui présenter quelqu'un qui est de sang royal aussi, le duc d'Alençon. C'est un prince de sang. Et c'est important cette rencontre parce que le duc d'Alençon va être un compagnon d'armes de Jeanne durant toute son épopée, durant ces 2 ans de bataille. Et le duc va témoigner que le lendemain, donc après la messe du roi, eh bien, Jeanne a demandé au dauphin de faire libre donation, c'est-à-dire d'offrir son royaume au bon Dieu. Alors, le dauphin n'a pas encore tout à fait confiance en Jeanne. Que va-t-il décider par la suite ? Alors, pour savoir si elle est envoyée par Dieu, ou si c'est une menteuse, une folle, ou si elle est même envoyée par le diable, il va l'envoyer à Poitiers. Poitiers est une place forte royale à l'époque. Et là-bas, elle va comparaître devant un tribunal avec des ecclésiastiques, des grands théologiens, et qui vont lui poser énormément de questions. C'est un tribunal de l'Inquisition, ils vont lui poser beaucoup de questions pour savoir si elle est bien envoyée par Dieu. Là-bas à Poitiers, elle va aussi dicter une lettre aux Anglais, adressée aux Anglais. Les Anglais vont ressortir cette lettre lors de son procès à Rouen d'ailleurs. Et au nom de Jésus, elle leur demande de conclure une paix dans la justice et de partir du royaume de France. Les interrogatoires sont très longs, sont très poussés, sa patience va être mise à mal à Jeanne, mais elle va y résister et on va lui demander évidemment un signe de sa mission pour montrer, vous dites que vous êtes envoyé par Dieu, faites-moi un miracle, donnez-nous un signe. Et Jeanne dit, menez-moi à Orléans et là, vous verrez le signe que Dieu a prévu de vous faire. Rappelez-vous, Orléans est une grande ville qui est assiégée par les Anglais et qui est une ville très importante. Elle va faire à cette occasion, donc devant le procès de Poitiers, 4 prophéties qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de la France. Elle va prophétiser qu'elle libérera Orléans, qu'elle va sacrer le dauphin à Reims, que la ville de Paris va être libérée, parce que la ville de Paris était occupée par les Anglais, et enfin, que le duc d'Orléans va être libéré d'Angleterre, puisqu'il était prisonnier en Angleterre. Et on lui dit, mais tout ça, un homme peut le faire, et comment comptez-vous procéder ? Et Jeanne va dire cette phrase absolument magnifique, qui résume complètement ce qu'est la grâce, finalement, à savoir, en nom Dieu, les hommes d'armes combattront, et Dieu donnera la victoire. Alors, quelles vont être les conclusions de cette enquête et que va décider le dauphin finalement ? Alors, le tribunal va dire que Jeanne est une personne de bonne vie, de bonne mœurs, qu'elle est une bonne chrétienne et donc qu'on peut lui faire confiance. Le dauphin va donc recevoir la sentence du tribunal et va lui accorder sa confiance. Il va donc lui demander de travailler au ravitaillement d'Orléans. Orléans est encerclé par les Anglais, donc à l'intérieur de la ville, on commence à avoir faim, on n'a plus d'armes, on va manquer d'eau presque,
Et donc il faut à tout prix ravitailler la ville. Et le dauphin va lui donner les moyens de ravitailler la ville d'Orléans. Jeanne va remonter vers Tours, qui est une ville occupée par les Français, pour aller vers Orléans. Elle remonte la Loire. Et à Tours, elle va confectionner, vous savez, son fameux étendard, qui est blanc, avec des fleurs de lys, et sur lequel elle va broder elle-même le nom de Jésus et de Marie. Elle va également montrer notre Seigneur en train de tenir le monde, et elle montre par là que la libération de son peuple, c'est une œuvre de justice humaine, et Jeanne va l'accomplir, la libération de son peuple, par charité, par amour de Jésus. Et je crois que c'est vraiment un bel exemple de sainteté, Sainte Jeanne d'Arc, pour tous ceux qui ont des fonctions politiques, pour qu'ils puissent les mener à bien, et en particulier dans les situations difficiles. Cette charité politique, finalement. Tout à fait. Ouais. Alors, pouvez-vous nous raconter maintenant un petit peu bien la levée du siège d'Orléans, qui est une histoire assez mythique. En effet, elle va arriver à Orléans le 25 avril. Non, pardon, elle part pour libérer Orléans le 25 avril, et elle a en face d'elle une grande armée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est envoyée par Dieu, donc c'est pas un chef militaire comme les autres, si vous voulez. Elle va d'abord chasser les femmes de mauvaise vie. Il y avait des mauvaises femmes qui étaient là pour faire des péchés, et donc elle va les chasser de l'armée, puisqu'elle dira une armée, ce sont les péchés qui font perdre les batailles. Voilà. Ensuite, elle va encourager ses chevaliers, ses soldats à aller se confesser, et elle ne tolère pas que des blasphèmes soient proférés dans son armée, et elle va devenir un exemple vraiment pour son armée, Sainte Jeanne d'Arc, et puisque pour elle, elle a aussi une mission d'évangélisation auprès des soldats. Donc le 28 avril, elle est au bord d'Orléans, elle aperçoit la ville. La ville est encerclée d'un côté par les Anglais, donc ils rejoignent eux par l'autre côté, et elle va demander au prince qui dirige la place forte d'Orléans de sortir en cachette, de venir à sa rencontre. Donc il vient à sa rencontre, et là elle va être assez dure avec lui, puisque Jeanne devait arriver par le sud de la ville pour attaquer les Anglais directement, et en fait celui qui dirige la place forte d'Orléans va, sans qu'elle s'en rende compte, détourner son itinéraire, détourné par les chefs de son armée, et l'amener au nord. Et Jeanne est furieuse, parce qu'elle sait qu'elle a été trompée, et donc elle va gronder ce capitaine de la garde de Orléans. Et là, au moment où elle le gronde, eh bien, le vent va tourner, et donc tous les bateaux qui étaient sur la Loire, qui devaient arriver par le sud et qui en fait se sont retrouvés au nord, tous ces bateaux-là, si vous voulez, vont pouvoir rentrer dans Orléans, et donc approvisionner la ville. Donc le lendemain, Jeanne va rentrer dans la ville aussi, elle va enchaîner les victoires et les hauts faits d'armes, et le 8 mai, qui est sa fête en France, le 8 mai, les troupes anglaises vont quitter la ville, et c'est depuis ce jour-là qu'on l'appelle la pucelle d'Orléans, la libératrice, si vous voulez, de la ville. Après la libération d'Orléans, bien connue, que doit faire Jeanne pour obéir à ses voix? Alors, 5 jours plus tard, elle va retourner dans la ville de Tours, là où elle avait confectionné son étendard. Elle va rencontrer le dauphin, et elle va lui annoncer qu'elle a pour mission de le faire sacrer à Reims, et elle lui dit « Nous y allons, nous partons à Reims ». Le conseil du roi n'est pas favorable. Il faut vous imaginer que Reims est une ville anglaise, qui est occupée par les Anglais, et il faut parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre cette ville, et c'est un territoire occupé par les Anglais. Le conseil du roi refuse de s'y rendre, et Jeanne pourtant va lui dire « Une fois le roi couronné, la puissance des ennemis ne fera que décroître ». Et le 30 mai, eh bien, la marche sur Reims est décidée, le dauphin accepte d'envoyer son armée délivrer Reims. C'est un peu la deuxième étape du projet de Jeanne, cette montée vers le sacre. Alors, tout est fait. En effet, il faut combattre les Anglais, il va falloir dégager le passage, si vous voulez. Les villes vont se soumettre
successivement, il va y avoir de glorieuses batailles, de glorieuses victoires pour Sainte Jeanne d'Arc, Jargeau, Beaugency, Maing ou Patay. Malgré ces victoires, le dauphin, vous savez, il est toujours un peu hésitant avec Sainte Jeanne d'Arc, c'est dans sa nature. Et donc, malgré ces victoires, il hésite quand même à partir se faire sacrer à Reims. Et Jeanne, pleine d'enthousiasme, ainsi que son armée est pleine d'assurance, va lui dire « Je mènerai gentil dauphin, le gentil dauphin Charles et sa compagnie sûrement, et il sera sacré à Reims. » Elle y croit vraiment en fait. Et le 29 juin, le jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, le dauphin se met en route pour Reims. Le terrain est dégagé, le chemin est libre si vous voulez, et ils vont faire 200 km parmi des territoires ennemis. Les villes vont se soumettre encore une fois, et ils arrivent le 16 juillet aux portes de Reims. La garnison anglaise va fuir la ville de Reims. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, les troupes françaises pénètrent dans la ville de Reims, et le 17 juillet, le dauphin va dans cette majestueuse cathédrale de Reims recevoir l'onction sacrée avec la Sainte Ampoule par l'archevêque de Reims lui-même, et il va devenir roi de France. Il n'est donc plus dauphin, il est roi de France, il représente Dieu sur terre, et Charles devient Charles VII de France. Jeanne se réjouit de voir son étendard dans la cathédrale de Reims, auprès du roi, et elle dira « Il avait été si souvent à la peine, cet étendard, il était juste qu'il fût mis à l'honneur. » Pendant tout ce temps-là de gloire, Jeanne est mise à l'honneur. Les Anglais, que font-ils? Est-ce qu'ils profitent de ce temps? Alors, les Anglais vont avancer leurs pions, notamment avec l'aide du duc de Bourgogne, qui est un allié des Anglais, souvenons-nous. Paris est sous domination anglaise, les Bourguignons l'ont occupé, et Philippe le Bon, qui est cousin de Charles VII, qui est duc de Bourgogne, veut tout faire pour tuer Charles VII. Hein. Voilà. Charles VII avait tué le père de Philippe le Bon, avait tué le duc de Bourgogne, et son fils, donc le cousin de Charles VII, veut se venger. Le jour même de la cérémonie, on est dans les Landes de la Victoire. L'armée qui a délivré la route de Reims s'est rapprochée de Paris, tout à fait, et le duc de Bourgogne va accepter une trêve offerte par Charles VII. En fait, le duc de Bourgogne cherche juste à gagner du temps. Il ne veut pas du tout la paix, le duc de Bourgogne, il cherche juste à garder du temps. Donc, il dit oui, nous vous rendrons Paris et en même temps, nous ferons la paix. En fait, pas du tout, c'est un mensonge, puisque dans le même temps, 3500 Anglais sont en marche. Ils partent de Calais, donc au nord de la France, pour aller vers Paris, afin d'affronter cette fameuse armée du sacre. Donc le roi, lui, va se retirer à Compiègne, et Jeanne, à Compiègne, est toujours avec le roi, et elle lui fait savoir qu'elle veut aller à Paris, pour délivrer Paris. C'est pendant cette bataille que Jeanne va se faire blesser? Tout à fait, le 8 septembre de la même année, donc vous voyez que tout va très très vite, elle a rencontré le dauphin au mois de février, et là on est le 8 septembre, elle a délivré Orléans au mois de mai, elle a fait sacrer le dauphin donc au mois de juillet, et le 8 septembre, elle part à l'attaque de Paris, sauf que le 8 septembre, elle est dans un fossé avec ses soldats, elle cherche à monter sur les murailles, et là un arbalétrier va la blesser, et une flèche d'arbalète, c'est grand comme ça et c'est gros comme ça, donc va lui rentrer dans la cuisse, donc elle est blessée, elle est retirée dans la nuit du fossé, et le roi Charles VII décide d'interrompre le combat et ordonne que son armée se retire, c'est ce qu'elle fera fin septembre, et il faudra encore attendre 6 années, pour que Paris soit libéré. Ah oui. Il paraît que Jeanne commence un peu à agacer certains dans le camp des Français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, en fait, on voit déjà que le conseil du roi se méfie de Sainte Jeanne d'Arc. Elle est tout feu tout flamme, elle enchaîne les victoires, mais une guerre, vous savez, une guerre ça coûte cher. Tout d'abord il faut trouver des hommes, et ensuite il faut de l'argent. Le conseil du roi veut obtenir la paix, en fait, à tout prix, avec les Anglais et les Bourguignons, et donc il va chercher à séparer
Sainte Jeanne d'Arc d'avec le duc d'Alençon. Vous savez, le fameux duc d'Alençon qui est son compagnon d'armes. Donc, le Conseil du roi trouve que ces deux-là, Sainte Jeanne d'Arc et le duc d'Alençon, aiment trop la guerre. Donc, ils vont dire à Charles VII de les séparer, et le Conseil du roi est aussi jaloux des victoires de Sainte Jeanne d'Arc, puisqu'il n'y croit pas, et le problème c'est que Charles VII va un peu perdre confiance en Jeanne, et va plus écouter son conseil. Voilà. Quant à lui, le duc de Bourgogne, il va jouer à fond le jeu des négociations, donc il joue à fond le jeu du Conseil du roi, mais je vous dis qu'en fait, il prépare en secret, avec Bedford, qui est un chef de l'armée britannique, il prépare en secret la reconquête des villes perdues. Voyez. Donc en fait, après le sacre du roi à Reims, on a l'impression que Jeanne est vraiment mise de côté. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Jeanne, si vous voulez, jusqu'au sacre, le sacre, c'est son apothéose, et progressivement, on va voir Jeanne être effacée. Le dauphin va lui laisser mener quelques petites campagnes, quelques petites guerres, mais elle va continuer à obtenir des victoires. Hein. Mais le Conseil du roi et le roi lui font moins confiance, ils vont la séparer de Jean d'Alençon, et on sent vraiment que le roi la soutient beaucoup moins. En février 1430, donc un an après leur rencontre, Reims et Troyes, donc ces deux grandes villes, sont à nouveau menacées par les Bourguignons. Jeanne va s'y rendre, elle va soutenir de tout son pouvoir l'effort de guerre, elle va soutenir ses soldats et elle a un prestige incroyable auprès d'eux, mais le roi ne décide plus rien. Il entre dans une espèce de phase d'inertie, si vous voulez. Alors Jeanne va prendre les devants et elle mène l'armée sans l'aval du roi, en fait. Elle va quand même remporter des victoires, Lagny, Saint-Denis, et une grande victoire, une belle victoire dans la ville de Meaux également. D'ailleurs, il paraît qu'à Meaux, il y a eu un miracle, je crois. Alors voilà, c'est un des seuls que Sainte Jeanne d'Arc ait fait de son vivant, le miracle de Meaux. Elle a ressuscité un enfant qui était mort depuis 3 jours déjà, et elle va lui redonner vie. L'enfant va se faire baptiser. Ça, c'est un fait intéressant. L'enfant va se faire baptiser et il va mourir tout de suite après pour aller au ciel. Voilà. Donc c'est un miracle qui est assez beau. Oui. Et après l'échec de Paris, là où elle va se faire blesser, elle se retrouve de plus en plus seule. Que vont lui dire ses voix, finalement? Alors, avant de vous répondre, je voudrais juste vous dire, Sainte Jeanne d'Arc, si vous voulez, elle mène la même vie que le Christ. Elle a 3 ans de vie publique, elle a 3 ans de vie où elle est devant les hommes. Elle va avoir un succès incroyable, comme le Christ avait un succès incroyable, les foules entières le suivaient. Sainte Jeanne d'Arc, c'est la même chose. Et on voit ses amis douter d'elle, comme les apôtres vont douter du Christ. Et au final, Sainte Jeanne d'Arc, après le sacre, va rentrer progressivement en agonie, et notamment à Compiègne, le 22 avril 1430, les voix de Jeanne, ces voix, donc Sainte Marguerite et Sainte Catherine, vont lui révéler un message qui va la bouleverser. Jeanne entre en agonie, comme Jésus dans le jardin des Oliviers, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois, le contenu du message révélé par les voix. Ce 22 avril 1430, Jeanne a alors 18 ans. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Chers enfants, l'aventure n'est pas finie, bien loin de là, elle va se poursuivre la semaine prochaine. Retenez bien, ce que l'abbé Lyon nous a raconté aujourd'hui, toute cette épopée, et nous vous disons donc à dans une semaine pour la suite de l'aventure de Sainte Jeanne d'Arc. Merci beaucoup. À bientôt. La victoire est menacée.